La nuit où ma femme est partie pour un rendez-vous avec son patron, je n'ai pas supplié. J'ai fait mes valises. Quand elle est rentrée, j'étais parti, avec l'entreprise, ma dignité, et la loyauté de son fils. Elle pensait que je m'effondrerais. Au lieu de cela, j'ai prospéré tandis qu'elle perdait tout. Son emploi, sa maison, sa réputation. Son amant l'a ghosté après lui avoir volé 38 000 $. Je m'appelle Dominique Marshall. J'ai 45 ans et je possède 3 bars prospères dans le centre-ville de Portland. J'ai commencé avec un seul bar il y a 15 ans et je l'ai transformé en un endroit que les gens veulent vraiment visiter. Le genre d'endroit où les habitués connaissent votre nom et le personnel est comme une famille. De bonnes bières artisanales, une nourriture décente, de la musique live le week-end. J'en étais fier. Je le suis toujours. J'ai rencontré Stéphanie il y a 12 ans, quand elle est entrée dans mon deuxième établissement pour un happy hour d'entreprise. Elle avait 28 ans à l'époque, récemment divorcée avec un fils de 5 ans nommé Lucas. Le père de l'enfant, Brett Randall, était parti quand Lucas avait 2 ans, il avait simplement fait ses valises et disparu à Seattle pour poursuivre un rêve de start-up technologique qui ne s'est jamais concrétisé. Il les avait laissés sans rien d'autre que des chèques de pension alimentaire qui arrivaient plus souvent en retard qu'à l'heure. Stéphanie était différente de toutes les femmes que j'avais fréquentées. Intelligente, ambitieuse, elle gravissait les échelons dans la vente B2B. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée, ce que je respectais. Elle voulait un partenaire, pas un sauveur. Mais Lucas, cet enfant m'a captivé dès le premier jour. Calme, intelligent, toujours observateur. Comme s'il attendait de voir si j'allais aussi fuir. Il testait les eaux avant de se laisser faire confiance. Je n'ai pas fui. J'étais présent à chaque pièce de théâtre scolaire, chaque match de baseball, chaque crise de fièvre nocturne où il se réveillait en pleurant. Je suis devenu son père de toutes les manières qui comptent. Nous avons construit des choses ensemble dans le garage le samedi. Nous nous sommes disputés à propos des devoirs et des notes. Nous avons eu ces discussions gênantes sur les filles et les rendez-vous. Au moment où il a eu 17 ans, il avait cessé de m'appeler Dominique des années auparavant. C'était juste papa. Cela signifiait plus pour moi que n'importe lequel de mes bars. La nuit où tout s'est effondré était un mardi de mars. Rien de spécial. J'ai fermé le bar principal tôt, je suis rentré vers 21 h. Stéphanie était dans la cuisine, toujours en tenue de travail, remuant une sauce pour pâtes qui commençait déjà à brûler sur les bords. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré, ne m'a pas du tout remarqué. J'ai desserré ma cravate, lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Elle a continué à remuer cette sauce, la regardant bouillir comme si elle contenait les secrets de l'univers. Puis elle a éteint la cuisinière avec une lenteur délibérée. Quand elle m'a enfin fait face, son expression était calme. Trop calme. Le genre de calme qui précède juste l'éclatement de quelque chose. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Mon estomac s'est noué, mais je suis resté silencieux. J'ai attendu, puis elle m'a frappé de plein fouet. Pas de préparation, pas d'excuses, pas d'émotion. Je sors avec mon supérieur, a dit Stéphanie, sa voix aussi ferme que du béton. Grant Floyd. Nous parlons depuis quelques mois maintenant, et je veux voir où cela nous mène. 12 ans. 12 ans à être là chaque jour, à élever son fils comme le mien, à construire une vie ensemble, et elle se tenait là dans notre cuisine comme si elle annonçait un rendez-vous chez le dentiste. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de rage, pas encore, juste de la clarté, une compréhension limpide de ce qui se passait et de ce qui allait suivre. Si tu passes cette porte ce soir, ai-je dit doucement, en la regardant dans les yeux, tout change. Tu comprends ça? Elle n'a pas scié, n'a pas hésité, a simplement pris son sac sur le comptoir, enfilé sa veste, vérifié son reflet dans la porte du micro-ondes, et est partie sans un mot. La porte d'entrée s'est refermée avec un léger clic qui a résonné plus fort que n'importe quel claquement. Je n'ai pas bougé longtemps après son départ. Je suis resté là dans la cuisine avec cette odeur de pâte brûlée qui remplissait l'air et l'horloge qui sonnait assez fort pour entendre mon propre rythme cardiaque en dessous. Mon téléphone a vibré 2 fois. Probablement elle, déjà en train de raconter une histoire sur la façon dont j'avais réagi de manière excessive ou dont je n'avais pas compris. Je n'ai pas vérifié. Au lieu de cela, je suis monté à l'étage, dans la chambre de Lucas. Sa porte était entr'ouverte, la lumière se répandant dans le couloir. Il était assis à son bureau, un manuel de calcul ouvert,
un crayon tapotant la page selon ce rythme qu'il avait depuis le collège. Le gamin était vif, il avait déjà des lettres d'acceptation de 3 universités, il prévoyait d'étudier le génie mécanique. Je l'avais aidé avec les candidatures. J'avais écrit une de ces lettres de recommandation par l'intermédiaire d'un ami qui travaillait dans les admissions. Lucas a levé les yeux quand j'ai frappé à l'encadrement de la porte. « Salut, papa. Maman est déjà partie ?» La question a frappé différemment de ce qu'il voulait dire, comme s'il s'y attendait. Peut-être que oui. Oui. Elle est partie, ai-je dit, appuyé contre l'encadrement de la porte. Tu t'en sors avec ce calcul? Il a haussé les épaules. Ce sont des dérivés. Pas terrible. Nous avons discuté de choses et d'autres pendant quelques minutes. J'ai demandé des nouvelles de sa petite amie, Émilie. Il a demandé si un nouveau barman au 3e établissement s'en sortait bien. Des choses normales, mais en dessous, je pouvais le voir m'observer. Lire la situation comme le font les enfants intelligents quand leurs parents pensent qu'ils sont inconscients. Finalement, il a posé son crayon. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu as cet air-là. » Je suis entré, je me suis assis sur le bord de son lit, j'ai pris une inspiration. Lucas avait 17 ans, passait-il méritait la vérité. Ou du moins une version qui ne le détruirait pas avant ses examens AP. Ta mère et moi traversons des difficultés, ai-je dit prudemment. Elle voit quelqu'un du travail. Elle me l'a dit ce soir. La mâchoire de Lucas s'est serrée. Il a baissé les yeux sur son manuel, sur les équations qui n'avaient soudainement plus aucune importance. Grant Floyd. Mon estomac s'est noué. Tu savais? Je l'ai entendu au téléphone, a dit Lucas doucement. Sa voix avait ce ton, celui qui signifiait qu'il essayait de ne pas montrer à quel point quelque chose faisait mal. Tard le soir, quand elle pensait que tout le monde dormait, riant différemment, parlant différemment. Je ne suis pas stupide, papa. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Cet enfant portait ce poids seul, ne voulant pas accabler qui que ce soit, me protégeant peut-être, ou se protégeant lui-même. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Quelques mois, je pense. Peut-être depuis janvier. Il m'a finalement regardé et j'ai vu les yeux de Brett Randall me fixer, mais l'expression était différente. Blessé, oui, mais aussi quelque chose de plus dur. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était la question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'allais faire? Je pouvais me battre pour un mariage déjà mort. Je pouvais la supplier de revenir, de nous choisir, de se souvenir de ce que nous avions construit. Je pouvais me faire de plus en plus petit jusqu'à ce qu'elle décide peut-être que je valais la peine d'être gardé. Ou je pouvais m'en aller la tête haute. Je ne vais pas être le type qui attend en espérant qu'elle change d'avis, ai-je dit. Ce n'est pas qui je suis, et ce n'est pas ce que tu as besoin de voir. Lucas a hoché la tête lentement. Bien, parce qu'honnêtement, papa, elle ne te mérite pas. Les mots n'auraient pas dû avoir autant d'importance. Mais venant de lui, de cet enfant que j'avais élevé. Ils ont sonné comme une permission, comme une validation que ce que je ressentais n'était ni faux ni faible. Je me suis levé, j'ai posé ma main sur son épaule. Tu sais que rien de tout cela n'est de ta faute, n'est-ce pas? Toi et moi, nous sommes solides. Cela ne changera pas. Je sais, a-t-il dit, mais sa voix tremblait légèrement. Tu pars? Je ne sais pas encore, ai-je admis. Mais quoi qu'il arrive, tu vas t'en sortir. Nous deux. Je l'ai laissé là avec son calcul, et je suis redescendu. La maison était différente maintenant. Vide d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. J'ai sorti mon ordinateur portable, ouvert un document, et j'ai commencé à faire une liste. Premier point, appeler mon avocat demain matin. Deuxième, parler à mon comptable des bars et de nos comptes joints. Troisième, trouver comment démanteler une vie sans tout brûler. Au moment où Stéphanie est rentrée à 1h du matin, sentant le vin et un parfum qui n'était pas le mien, j'étais déjà à moitié de mon plan. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre, me regardant taper. Nous devons parler, a-t-elle dit. Je n'ai pas levé les yeux. Non, vraiment pas. Mercredi matin, j'étais au bureau de mon avocat à 8h. David Kowalski avait géré les documents commerciaux lorsque j'avais acheté mon 3e bar. Un homme intelligent, direct, qui ne perdait pas de temps en sympathie quand on avait besoin de stratégie. 12 ans de mariage, un beau-fils que vous avez élevé depuis l'âge de 5 ans,
3 entreprises prospèrent, a dit David, examinant les notes que je lui avais envoyées. Et elle travaille dans la vente B2B, gagnant environ 90 000 $ par an. Plus près de 105 000 maintenant, ai-je dit, elle a été promue l'année dernière. Directrice régionale des ventes. Le sourcil de David s'est levé. Alors, elle gagne plus que vous depuis combien de temps? 2 ans, peut-être 3. Les bars marchent bien, mais je me paie un salaire modeste pour garder plus de capital dans les entreprises. Environ 75 000 $ sur le papier. Il s'est adossé à sa chaise, les doigts en ogive. Dominique, vous savez ce que cela signifie en Oregon, n'est-ce pas? État de communauté de biens. Étant donné son revenu plus élevé au cours des dernières années, vous pourriez potentiellement réclamer une pension alimentaire pour conjoint. J'y avais pensé à 3 heures du matin en faisant ma liste. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Je ne veux pas son argent. Je veux une rupture nette. Noble, a dit David. Cher, mais noble. Qu'en est-il des bars? Les 3 étaient à moi avant notre mariage. Elle n'est sur aucune des licences commerciales ni des comptes, mais je veux m'assurer qu'elle ne puisse revendiquer aucune part. Elle ne pourra pas, a-t-il confirmé. Les biens prénuptiaux restent séparés. Et Lucas? C'était la partie qui importait. Il a 17 ans, presque 18. Pas légalement le mien, mais il a été le mien à tous égards. J'ai payé sa voiture, son assurance, son fonds d'études. Je veux continuer à le soutenir financièrement jusqu'à l'université. David a pris des notes. Cela va être délicat. Vous n'avez aucune obligation légale puisque vous ne l'avez jamais formellement adopté, mais vous pouvez créer une fiducie ou continuer les paiements volontairement. Sachez simplement qu'elle ne peut pas vous y forcer. Je sais. Je le fais quand même. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les actifs. La maison était à nos 2 noms. Achetée il y a 8 ans. J'avais versé la compte de 60 000 $ provenant des profits des bars. Elle a contribué à l'hypothèque, mais moins de la moitié de ce que j'avais fait. David a dit que nous pouvions négocier, mais que cela deviendrait difficile. Ou, ai-je dit, je lui cède la maison entièrement. Titre clair, pas de bagarre. David m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Dominique, cette maison vaut 480 000 $. Vous abandonneriez plus de 200 000 $ en capitaux propres. J'abandonne un mariage déjà mort, ai-je dit, je ne veux pas passer 6 mois à me battre pour des meubles et des mètres carrés. Je veux en sortir. Je veux que ce soit rapide. Et je veux que Lucas voie qu'un homme peut partir avec sa dignité intacte. David a soupiré, mais a commencé à rédiger les documents. Vous lui facilitez trop la tâche. Non, ai-je corrigé. Je lui rends difficile de me faire passer pour le méchant. Il y a une différence. À midi, j'avais un plan. Stéphanie aurait la maison, sa voiture, tous les meubles. Je prendrais mes vêtements, mes effets personnels et ma liberté. Les comptes joints seraient divisés en 2. Je continuerais à payer les études de Lucas, mais par l'intermédiaire d'une fiducie directe qu'elle ne pourrait pas toucher. Quand je suis rentré, Stéphanie était dans le salon sur un ordinateur portable. Travaillant à domicile, avait-elle dit, plus probablement en coordination avec Grant Floyd. J'ai posé le dossier sur la table basse devant elle. Papier de divorce. Elle les a regardés. Elle l'a ouvert lentement, a commencé à lire. Son visage est passé de confiant à confus, puis à stupéfait. « Tu me donnes la maison ?» a-t-elle demandé. « C'est plus simple comme ça. Et tu crées un fonds d'études pour Lucas auquel je n'aurai pas accès. » C'est exact, ai-je dit. L'argent est pour lui, pas pour toi. Il a des lettres d'acceptation de 3 écoles. Je m'assure qu'il puisse aller où il veut sans se soucier des frais de scolarité. Stéphanie a levé les yeux vers moi et pour la première fois depuis mardi soir, j'ai vu quelque chose comme du regret traverser son visage. Dominique, nous pouvons surmonter cela. C'était un seul rendez-vous. Nous n'avons pas à détruire toute notre vie pour. Un seul rendez-vous, les jeux interrompus, que tu prépares depuis des mois. Lucas t'a entendu au téléphone avec Grant. Des appels tard le soir. Des rires différents. Il le sait depuis janvier. Stéphanie, notre fils de 17 ans a porté ce poids pendant que tu jouais à la famille avec nous le jour. Et à autre chose la nuit. Elle est devenue pâle. Lucas savait.
Oui. Et tu sais ce qu'il m'a dit hier soir? Que tu ne me mérites pas. C'est ce que ton fils pense. Je me suis dirigé vers les escaliers. Je fais mes valises. Je serai parti d'ici le week-end. Signe les papiers ou non. Dans tous les cas, j'en ai fini. Jeudi matin, Lucas est descendu tôt. J'étais à la table de la cuisine avec mon café et mon ordinateur portable, envoyant des emails à mes gérants de bar pour qu'ils couvrent mes shifts des prochains jours. Il a attrapé une barre protéinée, s'est assis en face de moi. Papa, il faut que je te dise quelque chose, a-t-il dit. J'ai fermé mon ordinateur portable. Qu'est-ce qu'il y a? Brett m'a appelé hier soir. Sa voix était tendue. Mon père biologique, il a entendu par quelqu'un que toi et maman vous sépariez. Il veut nous rencontrer, renouer. Bien sûr qu'il le voulait. Brett Randall, qui avait passé 15 ans à être un fantôme, voulait soudain jouer au père maintenant que les choses s'effondraient. Qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé prudemment. Que j'y réfléchirai. Lucas a tripoté l'emballage de la barre protéinée. Je ne sais pas, papa. Une partie de moi veut lui dire d'aller se faire voir. Mais une autre partie se demande, tu sais, et s'il avait changé, et s'il voulait vraiment faire partie de ma vie maintenant? C'était la conversation que je redoutais. Celle où je devais être le plus grand et ne pas dénigrer son père biologique, même si chaque instinct me hurlait de faire exactement le contraire. Lucas, je ne peux pas te dire quoi faire ici, ai-je dit. Brett est ton père biologiquement. Si tu veux le rencontrer, écoutez ce qu'il a à dire, je ne t'arrêterai pas. Mais, a incité Lucas. Mais tu dois te protéger, ai-je continué. Ne t'attends pas à ce qu'il soit le père qui t'a manqué, parce qu'il ne t'a pas manqué de père. Tu en as eu un. Il doit mériter le droit d'être dans ta vie, pas seulement de se montrer quand c'est pratique. Lucas a hoché la tête lentement. Tu n'as pas peur que je te remplace ou quelque chose comme ça? Non, ai-je dit, honnêtement, toi et moi avons 12 ans à avoir été présents l'un pour l'autre. Cela ne disparaît pas parce que ta mère et moi divorçons. Et cela ne disparaît pas parce que Brett veut une seconde chance d'être père. Je vais le rencontrer pour un café, a décidé Lucas. Samedi après-midi. Juste pour voir. C'est bon? C'est ton choix, ai-je dit. Mais je serai là quand tu rentreras. Quoi qu'il arrive. Vendredi soir, la sœur de Stéphanie, Rachel, est arrivée à la maison. Je chargeais des cartons dans mon camion, déménageant les dernières de mes affaires vers une location meublée que j'avais trouvée près du front de mer. Rachel se tenait dans l'allée, les bras croisés, l'air de vouloir se battre. Tu fais vraiment ça, a exigé Rachel. Tu t'en vas comme ça? Ta sœur est partie en premier, ai-je dit, chargeant un autre carton. Je ne fais qu'officialiser les choses. Elle a fait une erreur, Dominique. Les gens font des erreurs. Des mois d'erreurs, ai-je corrigé. Des mois de mensonges. Des mois à rendre notre fils complice de sa tromperie. Ce n'est pas une erreur, Rachel. C'est un choix. Rachel m'a suivi jusqu'au camion. Elle t'aime. Elle est terrifiée de te perdre. Je me suis tourné vers elle. M'aimait elle quand elle était au téléphone avec Grant Floyd à minuit? M'aimait elle quand elle est sortie mardi pour aller le voir? Parce que c'est une drôle de façon de le montrer. Elle traverse quelque chose, a tenté Rachel. Une crise de la quarantaine. Je ne sais pas. Mais tu jettes 12 ans pour. Elle l'a jeté, ai-je dit platement. Je ne fais que nettoyer le désordre. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres cartons à charger. Rachel est partie, mais non sans me dire que je le regretterais, que j'étais têtu et orgueilleux. Que les vrais hommes se battaient pour leur mariage. Les vrais hommes savent aussi quand une bataille est déjà perdue. Samedi après-midi, j'étais dans ma nouvelle location quand Lucas m'a envoyé un SMS. Juste 3 mots. Peux-tu venir me chercher? J'ai conduit jusqu'au café où il avait rencontré Brett. Lucas se tenait dehors, les mains dans les poches, l'air plus petit que sa taille d'1,80 m ne l'aurait permis. Je me suis arrêté et il est monté sans un mot. Nous avons roulé en silence pendant 5 minutes avant qu'il ne parle enfin. Il a passé toute l'heure à parler de sa start-up, a dit Lucas doucement. Comment elle décolle enfin, comment il a été si occupé à construire quelque chose. Il a demandé si je voulais venir à Seattle pour un week-end, voir son bureau. Il n'a pas demandé des nouvelles de l'école.
Il n'a pas demandé des nouvelles de toi ou de maman. Il a juste parlé de lui. J'ai gardé les yeux sur la route, les mains fermes sur le volant. Ce n'est pas toi, a dit Lucas, la voix légèrement brisée. Il ne sera jamais toi. J'ai tiré sur un parking, j'ai mis le camion en stationnement, et j'ai regardé mon fils. Je suis désolé qu'il t'ait déçu. Non, a dit Lucas, s'essuyant rapidement les yeux. Parce que maintenant je sais avec certitude. Tu es mon père. Le seul père dont j'ai besoin. Je l'ai serré dans mes bras là, dans le camion, et il ne s'est pas retiré. Le divorce a été prononcé en 6 semaines. Rapide et propre, exactement comme je le voulais. Stéphanie a tout signé sans se battre. Elle a eu la maison, sa voiture, la moitié des économies conjointes. Je suis parti avec ma dignité et mes barres, et Lucas, bien que pas sur le papier, était toujours le mien à tous égards. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quelle vitesse tout le reste s'effondrerait pour elle. Cela a commencé par un appel téléphonique de mon comptable, Jim, 3 semaines après mon déménagement. Il avait examiné les comptes pour la saison fiscale et avait trouvé quelque chose d'anormal dans nos relevés de comptes joints de l'année précédente. Dominique, j'ai besoin que tu regardes ces transactions, a dit Jim au téléphone. Il y a des virements totalisant environ 38 000 $ au cours des 8 derniers mois. Tous vers le même destinataire. Mon estomac s'est noué. Qui? Quelqu'un nommé Grant Floyd. Je me suis assis lourdement dans mon nouveau salon. 38 000 $. De l'argent de notre compte joint. De l'argent auquel nous avions tous deux contribué, allant directement à l'homme avec qui elle avait une liaison. Peux-tu m'envoyer les relevés, ai-je demandé. En 1 heure, je les avais. Virement mensuel, 2 000 ici, 5 000 là. Une grosse somme de 8 000 $ en décembre, juste avant Noël. Le Noël où elle m'avait acheté une montre chère et m'avait dit à quel point elle aimait notre vie ensemble. J'ai appelé David Kowalski. Je dois modifier le règlement de divorce. C'est déjà finalisé, Dominique. Elle a volé 38 000 $ de notre compte joint et les a donnés à son amant, ai-je dit platement. C'est un détournement d'actifs matrimoniaux. Je veux qu'il soit rendu. David est resté silencieux un instant. Pour moi, tout. Si c'est ce que ça semble être, nous pouvons déposer une requête. 2 jours plus tard, Stéphanie est apparue dans mon bar pendant le rush du dîner. Elle avait l'air différente, plus mince, des cernes plus foncées sous les yeux. Elle s'est assise au bout du bar et a attendu que j'aie un moment libre. Nous devons parler, a-t-elle dit doucement. De l'argent. Je me suis versé un verre d'eau, je me suis appuyé contre le comptoir arrière. Oui, nous devons. Je peux expliquer. 38 000 $. Stéphanie, tu as donné notre argent à Grant Floyd. Qui a-t-il à expliquer? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Il avait des dettes. Sa femme nous a découvert et a engagé un avocat. Il avait besoin d'aide pour les frais de justice. J'essayais de. Tu essayais de quoi, l'ai-je coupé? De sauver son mariage tout en détruisant le nôtre? Utiliser de l'argent qui était partiellement le mien pour financer son divorce d'une autre femme. Plusieurs clients ont jeté un coup d'œil. J'ai baissé la voix. Tu vas le rembourser. Tout. Je ne l'ai pas, a-t-elle murmuré. J'ai déjà contracté un prêt personnel pour en couvrir une partie. Et Grant, il ne répond plus à mes appels. Je l'ai fixé. Qu'est-ce que tu veux dire, il ne répond plus? Sa femme a découvert l'argent. Elle dépose des accusations de fraude contre lui. Les RH de son entreprise ont lancé une enquête. Il a été mis en congé administratif hier. Il m'a dit que nous devions arrêter de parler. Que je lui rendais les choses plus difficiles. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Grant Floyd n'avait pas voulu de relation. Il avait voulu un filet de sécurité. Quelqu'un pour l'aider à gérer les retombées de ses propres erreurs. Et Stéphanie avait été assez désespérée pour croire qu'elle était spéciale. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit, tu m'as volé. Mon avocat dépose une motion pour récupérer les fonds. Tu as 2 options. Me rembourser volontairement ou nous faisons cela devant un juge. Dominique, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je sais que j'ai fait, mais je ne peux pas me permettre. Tu aurais dû y penser avant de virer notre argent à ton petit ami marié, ai-je dit. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des clients.
Elle est partie sans commander quoi que ce soit. Mi-avril, les rumeurs avaient circulé. Petite ville, communauté d'affaires encore plus petite. Les gens parlent, surtout quand quelqu'un comme Stéphanie Marshall, directrice régionale des ventes, se retrouve mêlée à un scandale impliquant son supérieur marié et des fonds d'entreprise manquants. Lucas est venu au bar un après-midi après l'école, l'air troublé. Il s'est assis à une table à l'arrière, loin des autres clients. Maman a perdu son emploi, a-t-il dit quand je lui ai apporté un coca. Ils l'ont renvoyé aujourd'hui. Je me suis assis en face de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne m'a pas tout dit, juste que les RH ont enquêté sur Grant Floyd pour relations inappropriées avec des subordonnés. Ils ont découvert elle et 2 autres femmes du département. La voix de Lucas était amère. Elle n'était même pas spéciale pour lui, papa. Juste une parmi d'autres. C'était le détail qui la détruirait plus que tout. Ne pas être la grande histoire d'amour qu'elle s'était convaincue d'être, juste un nom sur une liste. Ils disent que Grant a utilisé sa position pour échanger des promotions et des faveurs contre des relations, a poursuivi Lucas. Sa femme a engagé un avocat de renom. Ils vont lui prendre tout. Et maman est prise entre les deux. Elle va bien, ai-je demandé, car malgré tout, je ne voulais pas que Lucas perde ses 2 parents. Elle s'effondre, a-t-il admis. Elle peut à peine sortir du lit et maintenant le paiement de l'hypothèque est dû et elle n'a pas de travail. Elle a demandé si je pensais que tu l'aiderais. C'était la question à laquelle je m'attendais. Lucas, je lui ai donné la maison, libre et nette. C'était mon aide. Ce qu'elle en fait maintenant lui incombe. Je sais, a-t-il dit rapidement. Je lui ai dit la même chose. Je voulais juste que tu saches qu'elle a des difficultés, pas pour te faire sentir mal. Juste pour te tenir informé. Comment vas-tu, ai-je demandé. Honnêtement, je suis en colère. Lucas a bu une longue gorgée de son coca. Elle a tout gâché. Notre famille, son emploi, sa réputation. Pourquoi? Pour un type qui l'utilisait et ne se souciait même pas d'elle. Les gens font des choix qu'ils ne peuvent pas voir clairement à ce moment-là, ai-je dit. Cela n'empêche pas que cela fasse mal. Brett a rappelé, a ajouté Lucas. Il a appris que maman avait perdu son emploi. Il m'a proposé de déménager à Seattle avec lui. Il a dit qu'il pouvait m'offrir de la stabilité. J'ai gardé mon expression neutre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je reste ici. J'ai encore 1 an avant l'université et je le passe avec toi. Pas avec un type qui se pointe quand les choses deviennent compliquées. Lucas a rencontré mon regard. Tu paies toujours mes études, n'est-ce pas? Chaque centime, ai-je confirmé, ce fonds de fiducie est bloqué. Ta mère ne peut pas le toucher et personne d'autre non plus. Tu vas rester et tu vas étudier l'ingénierie et tu ne vas pas te soucier de l'argent. Le soulagement a inondé son visage. Merci, papa. 2 semaines plus tard, j'ai eu des nouvelles de Rachel, la sœur de Stéphanie. Elle m'a appelé au bar, l'air désespéré. Dominique, elle va perdre la maison. La banque a envoyé un avis de saisie. Elle ne peut pas payer les mensualités sans travail, et personne ne l'embauche après ce qui s'est passé. C'est regrettable, ai-je dit et je le pensais. Mais ce n'est pas mon problème à résoudre. C'est ta femme, ex-femme, ai-je corrigé. Elle a fait ses choix. Rachel, je lui ai donné la maison parce que je voulais que Lucas ait de la stabilité. Elle n'a pas pu la maintenir. C'est de sa faute et pas la mienne. Tu es sans cœur, a craché Rachel. Non, ai-je dit calmement. J'en ai juste fini de nettoyer ses dégâts. Elle doit s'en sortir seule. Début mai, Stéphanie avait emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. La maison est retournée à la banque. Tous ses capitaux propres, toute cette stabilité perdue parce qu'elle ne pouvait pas gérer les paiements seule. Elle avait épuisé ses économies en essayant d'aider Grant Floyd, et maintenant elle n'avait plus rien à montrer. Lucas est resté avec moi à plein temps. Officiellement, c'était censé être une garde partagée, mais Stéphanie ne s'est pas battue quand il a demandé à faire de chez moi sa résidence principale. Elle était trop submergée par son propre effondrement pour discuter. Un soir, Lucas et moi fermions le bar principal ensemble. Il avait aidé quelques shifts par semaine, apprenant le côté commercial. Bon gamin, responsable. Rien à voir avec le chaos qu'était devenu sa mère. Tu sais ce qui est étrange, a dit Lucas, essuyant les tables. Elle ne me manque même pas, genre, je sais que je devrais.
c'est ma mère. Mais je la regarde maintenant et je ne vois qu'une personne qui a tout gâché de bien pour quelque chose qui n'était jamais réel. C'est toujours ta mère, lui ai-je rappelé gentiment. Même quand les parents font des erreurs, ils restent des parents. Oui, mais tu m'as appris quelque chose, papa. Tu m'as appris que l'amour, c'est être présent, être constant, choisir les gens chaque jour, pas seulement quand c'est pratique. Il m'a regardé. Elle ne nous a pas choisis. Alors pourquoi devrais-je me sentir mal de t'avoir choisi? Je n'avais pas de réponse à cela. Je l'ai juste serré dans mes bras et lui ai fait savoir qu'il avait pris la bonne décision. 6 mois après le divorce, je me tenais dans mon 3e bar, observant la foule du jeudi soir, quand une idée m'est venue. Pas seulement une idée commerciale, mais quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait aider d'autres hommes qui avaient été là où j'étais. Lucas travaillait au poste d'hôte, plaçant les clients avec le genre de confiance tranquille que je n'avais jamais eu à 17 ans. Entre 2 accueils de clients, il m'a regardé. « Papa, tu as encore cet air-là » a lancé Lucas. « Celui que tu as quand tu prépares quelque chose. » Je l'ai fait venir pendant une accalmie. « Que penserais-tu si je lançais un podcast ?» Il a haussé un sourcil. « Sur quoi ?»« La bière artisanale. »« Sur le divorce. » Sur le fait de partir avec dignité. Sur ce que signifie être un homme quand toute ta vie s'écroule et que tu dois tout reconstruire à partir de zéro. Lucas a réfléchi comme si je partageais mon histoire. Mon histoire et les histoires d'autres hommes. J'ai eu tellement de gars qui sont passés par ces bars ces derniers mois, assis seuls, l'air perdu, divorcés, séparés, essayant de comprendre ce qui allait suivre. J'ai fait un geste autour du bar. Je pourrais toucher plus de gens que ceux qui passent ces portes. Tu parlerais de maman, a demandé Lucas prudemment. Pas pour la dénigrer, ai-je dit. Mais pour être honnête sur ce qui s'est passé et comment j'y ai fait face. Est-ce que ça te dérangerait? Il a réfléchi un instant. Non, en fait, je pense que ça pourrait aider les gens. Tu ne t'es pas effondré, papa. Tu n'es pas devenu amer ou en colère. Tu as juste avancé. Cela vaut la peine d'être partagé. 2 semaines plus tard, j'avais mis en place un équipement d'enregistrement de base dans mon appartement. J'ai acheté un bon microphone, téléchargé un logiciel de montage, regardé environ 30 tutoriels YouTube. Mon premier épisode était rudimentaire, je trébuchais sur les mots, trop de pauses, mais j'ai persévéré. Je l'ai appelé The Key Exit, partir avec dignité. Chaque épisode, je parlais d'un aspect différent de mon expérience. Le moment où j'ai su que c'était fini. La décision de partir au lieu de me battre. Comment j'ai maintenu ma relation avec Lucas. Ce que cela signifiait de reconstruire son identité après avoir été le mari de quelqu'un pendant 12 ans. La réponse a commencé lentement. 10 téléchargements la première semaine, puis 50, puis 300. À la fin du 2e mois, j'obtenais 5000 téléchargements par épisode. Des hommes m'envoyaient des emails, partageant leurs propres histoires, me remerciant d'avoir mis des mots sur des sentiments qu'ils ne pouvaient exprimer. Un email a particulièrement retenu mon attention. Il venait d'une thérapeute nommée Dr Patricia Ulbrook à Seattle. Monsieur Marshall, je recommande votre podcast à mes clients masculins qui traversent un divorce. Votre approche du traitement émotionnel tout en maintenant la dignité est exactement ce que beaucoup d'hommes ont du mal à atteindre. Seriez-vous intéressé à être invité à mon podcast d'atelier thérapeutique? J'ai fait l'interview. Le docteur Ulbrook a posé des questions pertinentes sur la façon dont j'avais réussi à rester centré. Comment j'avais protégé Lucas du pire. Comment j'avais résisté à l'envie de détruire Stéphanie même quand elle le méritait. Vous avez suivi une thérapie avant de partir, n'est-ce pas, a demandé le docteur Ulbrook pendant l'interview. Pendant environ 2 ans, ai-je confirmé. Je savais que les choses n'allaient pas. J'ai essayé d'amener Stéphanie à suivre une thérapie de couple, mais elle avait toujours une excuse. Trop occupée par le travail. Ne pensez pas que nous en avions besoin. Ne voulez pas étaler nos problèmes à un étranger. Alors, j'y suis allé seul. Et votre thérapeute a soutenu sa décision de partir, finalement? Oui. Après 2 ans d'efforts de ma part pour sauver le mariage, mon thérapeute a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Dominique, tu ne peux pas être le seul à te battre pour une relation. À un certain point. Rester devient de l'auto-abandon. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais la permission de lâcher prise.
L'épisode est devenu viral dans les cercles thérapeutiques. Soudain, j'ai reçu des demandes d'interview d'autres podcasteurs, de groupes de soutien pour hommes, d'organisations de récupération après le divorce. Les bars continuaient de fonctionner sans problème, mes gérants s'occupant des opérations quotidiennes, ce qui me laissait le temps de développer cette nouvelle orientation. Lucas a commencé à m'aider avec le podcast, à monter les épisodes, à gérer la boîte de réception des emails. Il lisait les messages des auditeurs et partageait parfois ceux qui le touchaient. « Papa, écoute celui-ci », a-t-il dit un soir. Ce gars est séparé depuis 3 mois. Sa femme l'a trompé avec quelqu'un de la salle de sport. Il a 2 enfants et il dit que ton épisode sur le maintien des relations avec les enfants l'a empêché de faire une énorme erreur. Il allait dénigrer leur mère devant eux. Mais il t'a écouté et a réalisé que cela ne ferait que blesser les enfants. C'est de ça qu'il s'agit, ai-je dit. Briser le cycle de l'amertume. Au 4e mois, le podcast avait un sponsor. Une organisation de santé mentale pour hommes voulait faire de la publicité pour ses services. Les revenus n'étaient pas énormes, mais c'était quelque chose, assez pour investir dans un meilleur équipement, peut-être embaucher quelqu'un pour aider à la production. Et à travers tout cela, j'ai continué à entendre des bribes sur Stéphanie par la rumeur de Portland. Elle avait emménagé dans un petit studio, travaillait maintenant dans le commerce de détail, ne trouvait rien dans la vente après le scandale. Sa sœur Rachel avait cessé de lui parler après que Stéphanie lui ait demandé d'emprunter de l'argent pour la 3e fois. Je ne me réjouissais pas de sa chute, mais je ne m'en sentais pas coupable non plus. Elle avait fait ses choix. J'avais fait les miens. Nous vivions tous deux avec les conséquences. Août est arrivé et Lucas a reçu son dossier d'admission à Oregon State. Une bourse d'études complète plus le fonds de fiducie que j'avais mis en place signifiait qu'il n'aurait pas à se soucier de l'argent. Il partait pour l'école dans 3 semaines. Et je pouvais le voir commencer à être nerveux à l'idée de me laisser seul. « Papa, tu vas aller bien, n'est-ce pas ?» a demandé Lucas un matin au petit déjeuner. « Jean, tu ne vas pas t'effondrer quand je partirai ?» J'ai souri. « J'ai survécu au départ de ta mère. Je pense que je peux gérer ton départ pour l'université. C'est différent. Tu voulais qu'elle parte. Tu ne veux pas que je parte. Non, je ne veux pas, ai-je admis. Mais je suis fier que tu partes. Et tu n'es qu'à 2 heures de route. Tu seras à la maison pour les vacances, certains week-ends. C'est ce qui est censé arriver, Lucas. Tu es censé grandir et faire de grandes choses. Il a hoché la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude toujours présente. Il avait été mon ancre à travers tout cela, et maintenant il craignait de me laisser à la dérive. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, j'ai entendu la voix de Stéphanie, mais différente, plus petite, brisée. « Dominique, j'ai besoin d'aide », a-t-elle dit. « Je suis expulsée de mon appartement. Je n'ai nulle part où aller. Peux-tu » ? « Non, ai-je dit fermement, mais pas cruellement. Je ne peux pas, Stéphanie. S'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais je suis désespéré. J'ai épuisé toutes mes économies. Rachel ne me parle plus. Mes parents ont dit que j'avais fait mon lit. Je n'ai personne d'autre. Tu avais quelqu'un, ai-je dit doucement. Tu avais un mari qui était là chaque jour. Tu avais un fils qui t'aimait. Tu avais une vie stable. Tu as échangé tout cela contre quelque chose qui n'était jamais réel. Je sais, a-t-elle murmuré. Je le sais maintenant. Je le vois si clairement maintenant. Grant ne s'est jamais soucié de moi. Il m'a utilisé pour l'argent et le confort. Et quand les choses sont devenues difficiles, il a disparu. Et je l'ai laissé faire parce que j'étais si désespéré de me sentir spécial. Stéphanie, je te plains. Vraiment. Mais je ne suis pas ta solution. Tu dois t'en sortir seul. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Sa voix s'est élevée, paniquée. Je ne peux pas me permettre le premier et le dernier mois de loyer n'importe où. Je travaille au salaire minimum. J'ai 40 ans, je recommence à zéro sans rien. Alors tu comprends ce que j'ai ressenti quand tu as passé cette porte, ai-je dit. Sauf que j'avais des entreprises et des compétences et un système de soutien. Tu dois construire cela pour toi maintenant. Peut-être qu'il y a des refuges, des programmes d'aide, des colocations. Je ne sais pas. Mais ce n'est plus mon travail de le savoir. Elle pleurait maintenant.
Puis-je au moins voir Lucas avant qu'il ne parte pour l'école, pour lui dire au revoir correctement? C'est à lui de décider, pas à moi. Il a mon numéro. S'il veut te voir, il t'appellera. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Lucas. Je lui ai parlé de la conversation. Tu veux la voir, ai-je demandé. Pas de jugement, dans un sens ou dans l'autre. Lucas est resté silencieux un long moment. Oui, je crois que oui. Pas parce que je lui pardonne ou parce que je veux l'aider, mais parce que j'ai besoin de clore ce chapitre. J'ai besoin de lui dire tout ce que j'ai retenu. Nous avons rencontré Stéphanie dans un café 2 jours plus tard. Elle avait l'air terrible. Cheveux non lavés, vêtements froissés, yeux creux. La femme confiante et bien mise que j'avais épousée était partie, remplacée par quelqu'un que je reconnaissais à peine. Lucas s'est assis en face d'elle tandis que je restais à une table voisine, assez près s'il avait besoin de moi, mais assez loin pour leur laisser de l'intimité. J'ai regardé mon fils parler à sa mère pendant 40 minutes. Je l'ai vu pleurer, je l'ai vu rester calme, je l'ai vu tendre la main vers la sienne et lui se retirer. Quand ils ont eu fini, Lucas s'est levé, a dit quelque chose de définitif et s'est éloigné. Il ne l'a pas embrassé pour lui dire au revoir. Dans la voiture, Lucas est resté silencieux un moment avant de parler. Je lui ai dit que je l'aimais parce que c'est ma mère. Mais que je ne la respectais plus. Qu'elle m'avait appris exactement le genre d'homme à ne pas être et le genre de femme à ne pas épouser. Je lui ai dit que papa m'avait montré à quoi ressemblait la vraie force. Et ce n'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est une question de la façon dont tu te comportes quand tout s'effondre. Comment a-t-elle réagi, ai-je demandé. Elle a dit qu'elle comprenait, qu'elle était fière que j'ai si bien tourné malgré ses erreurs. Et puis elle a demandé si tu voyais quelqu'un de nouveau. J'ai jeté un coup d'œil à lui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que ce n'était pas ses affaires. Que tu avais tourné la page à tous les égards. Et que la personne que tu fréquentes ou non ne la concernait plus. Intelligent, le gamin. Il l'avait toujours été. 18 mois après le divorce, j'ai été invité à parler à une conférence sur le bien-être masculin à Seattle. Le podcast avait pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. 60 000 auditeurs réguliers, des partenariats avec 3 grandes organisations de santé mentale masculine, et une liste d'attente pour mes ateliers en personne qui s'étendait sur 4 mois. Lucas était en 2e année à Oregon State, florissant dans son programme d'ingénierie. Il rentrait la plupart des week-ends, aidant toujours à monter les épisodes du podcast et à gérer les emails des auditeurs. Le gamin était devenu mon partenaire commercial officieux et il était bon dans ce domaine. Les organisateurs de la conférence m'ont logé dans un bel hôtel du centre-ville. 200 hommes étaient inscrits à ma session intitulée Dignité et divorce, le pouvoir de la sortie discrète. Je me tenais en coulisses, ajustant mon microphone, quand l'une des organisatrices s'est approchée de moi. Monsieur Marshall, il y a quelqu'un qui aimerait vous rencontrer, a-t-elle dit. Il dit qu'il est un auditeur de longue date. L'homme qui s'est approché avait la cinquantaine, portait un costume, l'air épuisé mais plein d'espoir. Il m'a serré la main fermement. Dominique Marshall. J'ai écouté chaque épisode, a-t-il dit. Je m'appelle Richard. Je suis séparé depuis 8 mois. Votre épisode sur le maintien des relations avec les beaux-enfants a sauvé ma relation avec ma belle-fille. Sa mère a essayé de me couper, mais je me suis battu pour les droits de visite parce que vous m'avez montré que c'était possible. Comment cela s'est-il passé, ai-je demandé. Le juge m'a accordé la continuation du contact. Ma belle-fille a 13 ans maintenant et elle m'appelle toujours papa parce que je me suis battu, exactement comme vous l'avez dit. Des histoires comme celle de Richard étaient devenues courantes. Des hommes me contactant, partageant comment le podcast leur avait donné la permission de faire leur deuil, de se reconstruire, de quitter des situations toxiques sans honte. Ma session cet après-midi-là était bondée. Place debout seulement. J'ai parlé pendant 45 minutes de mon parcours, de la décision de partir, de la construction de quelque chose de nouveau à partir des ruines. Puis j'ai ouvert aux questions. Un homme plus jeune, peut-être 30 ans, a levé la main. Comment avez-vous résisté à l'envie de détruire votre ex-femme, de lui faire payer ce qu'elle a fait? J'ai réfléchi attentivement à la question, car la détruire ne m'aurait pas reconstruit. Cela m'aurait maintenu lié à elle, à la colère, au passé. Partir n'était pas une faiblesse. C'était la chose la plus forte que je pouvais faire, ai-je dit. Vous n'aurez plus mon énergie, mon temps ou ma paix.
Un autre homme a demandé, regrettez-vous d'avoir donné la maison? C'était beaucoup d'argent à abandonner. Pas une seule fois, ai-je dit. Honnêtement? Parce que cela m'a acheté quelque chose de plus précieux que les capitaux propres. Cela m'a libéré d'une longue bataille juridique. Cela a montré à mon fils qu'un homme peut être généreux même lorsqu'il a été lésé. Et cela signifiait que je pouvais repartir à zéro sans son ombre sur tout ce que je construisais ensuite. Après la session, les hommes ont fait la queue pour me parler, partager leurs histoires, demander des conseils, me remercier de leur avoir donné un cadre pour leur propre départ. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Quand je l'ai ouvert, ma poitrine s'est serrée. Il venait de Stéphanie. J'ai entendu parler de ta conférence, du succès du podcast. Je suis contente que tu ailles bien. Je suis désolée pour tout. Je me fais aider maintenant. Une thérapie comme tu l'avais suggéré il y a des années. Trop tard pour nous. Mais pas trop tard pour moi. Lucas est un homme bien grâce à toi. Je le sais maintenant. J'ai fixé le message longtemps. Une partie de moi voulait l'ignorer. Une partie de moi voulait répondre avec quelque chose de cinglant, mais surtout, je me sentais juste fatigué de porter le poids restant de ce chapitre. J'ai répondu, je suis content que tu te fasses aider. C'est bien. Prends soin de toi. Puis j'ai bloqué le numéro, non par colère, mais par achèvement. Ce chapitre était clos. Le lendemain matin, je suis rentré à Portland en avion. Lucas est venu me chercher à l'aéroport, et nous avons déjeuné dans un restaurant près du campus avant qu'il ne retourne à l'école. Maman m'a aussi envoyé un SMS, a dit Lucas en mangeant ses hamburgers. Un message similaire, s'excusant, disant qu'elle était en thérapie, demandant si nous pouvions prendre un café un jour. Tu vas le faire, ai-je demandé. Peut-être un jour, mais pas parce que je lui pardonne. Parce que je veux voir si elle a vraiment changé ou si elle est juste seule. Il a pris une bouchée de son hamburger. Comment as-tu répondu? Je lui ai souhaité bonne chance et j'ai bloqué son numéro. Lucas a hoché la tête lentement. Ça semble juste. Rupture nette. Pas de détails à régler. Comment va Émilie, ai-je demandé, changeant de sujet pour sa petite amie. Son visage s'est illuminé. Bien. Très bien. Elle parle de se transférer à l'université l'année prochaine. On verra. Tu es heureux, Lucas? Oui, papa. Je le suis vraiment. C'est tout ce dont j'avais besoin d'entendre. 3 ans après le divorce, je me tenais dans une église à Eugène, Oregon, regardant Lucas ajuster sa cravate dans le miroir. Il avait 20 ans, à mi-chemin de sa 3e année à Oregon State, et se mariait avec Emily dans environ 1 heure. Oui, peut-être. Mais quand tu sais, et à voir la façon dont il la regardait, la façon dont il planifiait leur avenir avec la même précision méthodique que je lui avais enseignée, je savais qu'il irait bien. Tu es prêt pour ça, lui ai-je demandé. Lucas s'est détourné du miroir, souriant. Jamais été aussi prêt pour quoi que ce soit. Émilie, c'est elle. Papa, c'est la bonne. Je suis heureux pour toi, mon fils. Il a ajusté sa cravate une dernière fois, puis m'a regardé. Sérieusement, papa, je dois te dire quelque chose. Maman a demandé si elle pouvait venir. Je lui ai dit non. Mes sourcils se sont levés. C'est ton choix, pas le mien. Je sais, mais je voulais que tu saches pourquoi. Ce n'est pas parce que je la déteste ou parce que je la punis. C'est parce que cette journée est à propos d'Émilie et moi et des gens qui nous ont aidés à arriver ici. Tu m'as aidé à devenir le genre d'homme qu'Émilie veut épouser. Maman? Non. Elle m'a appris ce qu'il ne fallait pas faire, et c'est précieux aussi, je suppose. Mais cette journée appartient aux gens qui ont été là. C'est toujours ta mère, Lucas. Et j'ai fait la paix avec ça. Nous prenons un café parfois. Elle s'est améliorée. En fait, la thérapie a aidé. Elle travaille comme vendeuse dans un magasin de meubles, sort avec un comptable qu'elle a rencontré à l'église. Mène une vie tranquille. Mais cela ne change pas le fait que tu es celui qui m'a élevé. Tu es celui qui me mène à l'autel. La cérémonie fut simple et belle. Lucas se tenait à l'autel, l'air nerveux et excité. Quand Émilie a remonté l'allée, son visage s'est transformé en pure joie. Je me suis assis au premier rang à côté de ma compagne. Catherine,
une galeriste que je fréquentais depuis environ 8 mois. Une bonne femme, indépendante, sans intérêt à aller trop vite. Nous nous convenions. Pendant la réception, Lucas m'a tiré à part. « Papa, il y a quelqu'un ici que je veux que tu rencontres. » Il m'a conduit à une table où un homme d'une quarantaine d'années était assis seul, l'air mal à l'aise. Brett Randall, le père biologique de Lucas, qui avait essayé de renouer il y a 3 ans et avait échoué. Brett est venu, a dit Lucas simplement. Je l'ai invité en tant qu'invité parce que je voulais qu'il voie ce qu'il avait manqué, ce qu'il avait abandonné, et ce que tu avais construit. Brett s'est levé, m'a tendu la main. Je l'ai serré. Félicitations pour avoir élevé un si bon jeune homme, a dit Brett doucement. Je sais que je n'y suis pour rien, mais je voulais être ici pour reconnaître ce que vous avez fait. Merci d'être venu, ai-je dit, et je le pensais. Lucas était devenu exactement le genre d'homme que j'espérais qu'il serait. Fort, réfléchi, capable de pardonner sans être un paillasson. Il avait appris des erreurs de ses 2 parents et de ma constance. Et maintenant, il fondait sa propre famille avec ses leçons intégrées. Pendant la danse père-fils, Lucas s'est penché et a dit « Merci de m'avoir choisi, papa. D'être resté alors que tu n'étais pas obligé. De m'avoir montré à quoi ressemble un vrai père. Tu as rendu les choses faciles, mon fils. Tu en valais toujours la peine. » Plus tard dans la nuit, Catherine et moi sommes retournés à Portland en voiture. Elle m'a serré la main dans l'obscurité de la voiture. « Tu as élevé un bon gars, a-t-elle dit. J'avais de la bonne matière à travailler avec. » La perte de Stéphanie, a ajouté Catherine. Non, ai-je corrigé doucement. C'était son choix. Perte implique que quelque chose a été pris. Elle est partie et c'est ce qui a fait de la place pour tout ce qui est venu après. Nous avons roulé dans un silence confortable et j'ai pensé aux 3 dernières années. Les bars marchaient mieux que jamais. Le podcast était devenu une partie stable de ma vie, aidant des milliers d'hommes à trouver leur chemin à travers l'obscurité. Lucas était lancé, heureux, construisant son propre avenir. Et moi, j'avais tout reconstruit à partir de rien pour en faire quelque chose de solide. Pas amer, pas brisé, juste différent, plus fort d'une manière que je n'aurais pas su devoir l'être. J'ai garé ma voiture dans l'allée et Catherine m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit. À demain. À demain, ai-je confirmé. À l'intérieur de ma maison, j'ai préparé du thé et me suis assis sur la terrasse arrière, regardant les lumières de Portland. Mon téléphone a vibré. Un message de Lucas. Rentrez en sécurité. Merci pour tout, papa. Je t'aime. J'ai répondu, je t'aime aussi, mon fils. Fier de l'homme que tu es devenu. Et je l'étais. Fier de lui. Fier de moi d'avoir fait le choix difficile il y a 3 ans. Fier d'être parti discrètement au lieu de tout brûler. Stéphanie avait détruit sa propre vie. J'avais reconstruit la mienne. Et au final, c'était la différence entre nous. Elle avait couru après quelque chose qui n'était jamais réel. J'avais tenu à ce qui comptait. La nuit était calme, l'air frais, et pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement en paix.